sur Monaco Info, nous sommes le vendredi 22 novembre. Voici les titres de votre journal. Pour commencer, nous reviendrons sur la semaine européenne de la réduction des déchets. Nous partirons à Nice pour découvrir une exposition signée Lars Fredriksson. Nous reviendrons en principauté pour assister au récital de Stella Almondo. Et enfin, nous irons à la rencontre de notre invitée de la semaine, la comédienne Geneviève Casil. Depuis plusieurs jours, Monaco participe à la semaine européenne de la réduction des déchets. Et dans ce cadre, une conférence était organisée afin de dévoiler les trésors de la biodiversité marine qu'il faut donc préserver. Un reportage de Sandrine Nègre. Une expédition menée au large du littoral monégasque a permis de dévoiler des abysses magnifiques dont la beauté est malheureusement en danger à cause de nos déchets plastiques notamment. À travers ce rendez-vous proposé par la direction de l'environnement, le public a pu mesurer le degré d'urgence. Ces trésors doivent être préservés. C'est un petit peu montrer ce que la direction de l'environnement a comme mission, notamment au travers de ses inventaires, des nettoyages qu'elle fait aussi avec tous les acteurs du milieu marin en principauté pour justement éviter, nettoyer et sensibiliser sur ce sujet. On a un trésor de patrimoine à Monaco, parmi d'autres, c'est pas le seul, mais en tout cas les roches Saint-Nicolas qui sont à la sortie du port de Fontvieille, c'est un habitat exceptionnel avec une richesse, avec des espèces patrimoniales. La conférence Monaco Exploration en eau profonde aux Stars and Bars a ainsi résonné comme un signal d'alarme auprès de toutes celles et ceux qui s'engagent pour la protection de la planète. L'idée est aussi bien sûr de relayer l'information aux réfractaires qui continuent par exemple à jeter des déchets directement dans la Méditerranée. Cette semaine des déchets, elle était autour de tous les déchets. Mais en tout cas, le gouvernement a axé sa politique zéro déchet plastique à usage unique à 2030. C'est un objectif fixé parce que l'usage unique, on le sait, c'est on prend, on jette, durée de vie très courte et effectivement la plupart, 3/4 des plastiques je crois dans le monde finissent dans les océans, c'est impressionnant. Juste un chiffre peut-être qui est intéressant, il est peut-être moins connu, une étude de 2015 australienne qui dit qu'en 2050, 99% des animaux marins auront ingéré du plastique. Prochain rendez-vous dans cette thématique, justement ce week-end, la conférence de Bea Johnson sur le zéro déchet à domicile. Bea Johnson à écouter sur Monaco Info très prochainement. Le MAMAC de Nice propose une rétrospective inédite de l'œuvre de Lars Fredriksson. L'artiste disparu quasi anonymement en 1997 goûte à une redécouverte ces dernières années. Christine Datomel s'en dit plus. Il s'agit d'une première. Cette rétrospective de Lars Fredriksson est née d'une collaboration entre le MAMAC et le nouveau Musée national de Monaco. Et c'est la première fois qu'une exposition dévoile l'étendue du travail de l'artiste, disparu quasi anonymement il y a une vingtaine d'années et qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Il est né dans les années 20, en 1926 en Suède. Il arrive en France en 1960. Dans le sud de la France, à Antibes, et il va rencontrer toute une série de poètes avant d'entamer une carrière dans le domaine plastique, peinture, sculpture, œuvres lumineuses, œuvres en mouvement et puis travail sonore. On a eu la chance d'ouvrir les cartons d'archives, de découvrir des œuvres qui n'avaient pas été montrées depuis son vivant, puisqu'il est mort en 1997. Différents temps forts ponctuent donc cette exposition, une exposition insolite et dévoilant des œuvres pionnières et variées, mais qui se mêlent grâce à un graphique très spécial, fait d'espace et de points. Il y a notamment la salle qui est derrière nous, consacrée à des inox. Ce sont des œuvres donc en miroir qui reflètent l'espace de manière trompée, comme une véritable galerie des glaces. Il y a des œuvres plus classiques de peinture, il y a des télévisions trafiquées, il y a un studio son, donc un studio analogique qui est présenté pour la première fois, des dessins par fax, des œuvres sonores, donc toute une série d'expériences sensibles qui permet d'interroger l'espace, le temps, le mouvement.
Et si le MAMAC et le NMNM ont collaboré pour cette exposition, les deux institutions ont également mis en place des actions de médiation, comme par exemple la réalisation d'une mallette tout public. Il y a une mallette qui va présenter à la fois des œuvres originales et des reproductions d'œuvres de Lars Fredriksson qui sont destinées à des publics scolaires, mais aussi à des publics empêchés, des publics malvoyants. Il y a cette démarche qu'on a de beaucoup travailler avec les publics qui ont des difficultés à accéder aux expositions. La mallette va être itinérante, donc elle peut être déployée aussi bien dans les espaces du musée, ici au MAMAC, que dans des écoles ou auprès de structures qui le désirent, et elle sera acheminée donc par les responsables des publics des deux musées et aussi par le fils de l'artiste qui est là pour manipuler, pour expliquer vraiment de manière plus technique les projets qui ont été insérés dans cette mallette pédagogique. Alors si l'étendue de l'œuvre de Lars Fredriksson vous intrigue et que vous souhaitez vous aussi le temps d'un instant vous immerger dans son univers aux 1001 facettes, vous avez encore quelques mois pour vous rendre au MAMAC à Nice. L'exposition refermera ses portes le 22 mars. Retour en Principauté afin d'assister au récital de Stella Almondo, une jeune pianiste monégasque qui s'est produite en plein cœur de l'hémicycle du Conseil national. Découverte de cette virtuose du piano avec Christina Thomel. Elle s'appelle Stella Almondo. Retenez bien son nom car elle se promet à un grand avenir. Cette jeune pianiste âgée de seulement 13 ans a joué jeudi soir devant un public conquis dans le grand hémicycle du Conseil national. Nous l'avons rencontrée quelques heures avant son récital. Tu es toute jeune, tu as seulement 13 ans et tu joues déjà comme une grande pianiste. D'où te vient cette passion ? J'ai toujours été passionnée par le piano, je dirais. Dès que je suis née en fait. Quand j'étais petite, j'avais un petit jouet que ma mère m'avait acheté et je reproduisais les musiques Disney dessus. Et c'est là où mes parents se sont dit peut-être faudrait l'inscrire à des cours de piano. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à prendre des cours. Et alors pour jouer aussi bien, je suppose que ça demande quand même beaucoup de travail. Ah oui, c'est 10% d'inspiration et 90% de travail bien sûr. Moi, je travaille beaucoup. Je travaille au Conservatoire de Nice dans la classe d'Amédée Briguen. J'y vais 3 fois par semaine. Après, j'ai un piano à la maison, donc je travaille beaucoup aussi. Je dirais que je travaille environ 25 heures par semaine, on va dire. Enfin, ça dépend, je ne compte pas du tout les heures. Je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Je suis très très fière de jouer à Monaco, dans mon pays. Je suis monégasque. Donc c'est vraiment que du bonheur, de l'amour, du partage. Est-ce que c'est impressionnant ? Ouais, bah surtout là, il y a les télés et tout. Du coup, oui, c'est très impressionnant et tout, mais c'est que du bonheur, vraiment. La sonatine de Ravel, la fantaisie impromptue de Valls ou encore un prélude et 2 impromptus de Chopin, un tango de Piazzolla, la musique de Stella Almondo a résonné dans tout le Parlement monégasque. Elle a une personnalité tout à fait étonnante. Elle a une fougue, une vivacité qui m'impressionne toujours. Et en même temps, elle est capable de jouer avec une profondeur, avec une maturité qui est toujours étonnante. Et elle est très jeune, elle n'a pas encore vécu beaucoup, mais malgré tout, elle est capable, dans les mouvements lents de Chopin, par exemple, de mettre tout ce que le cœur peut avoir à dire dans une vie d'être humain. Un grand avenir se dessine pour cette jeune prodige qui, je vous rappelle, est âgée de seulement 13 ans. Stella intégrera en septembre la fameuse École centrale de musique de Moscou. Et c'est avec des rêves plein la tête et des étoiles dans les yeux que la jeune fille nous a confié commencer à apprendre le russe. Et c'est dans le cadre du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant que le président du Conseil national, Stéphane Valéry, a souhaité inviter cette jeune pianiste Stella Almondo, mais également l'occasion de marquer le dépôt d'une proposition de loi. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Christina Thomel. On a pris 2 initiatives dans le cadre de cette commémoration du 30e anniversaire. Le dépôt d'une proposition de loi pour renforcer la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire.
Le gouvernement princier fait déjà de bonnes choses et avec des actions très positives de la direction de l'éducation nationale, mais nous avons voulu renforcer l'arsenal législatif, mieux prévenir et mieux lutter et mieux réprimer contre ce fléau qu'est le harcèlement scolaire. Ça, c'est le travail législatif du Conseil. Et puis, effectivement, notre deuxième initiative, qui est un moment de bonheur partagé, c'est d'inviter donc notre jeune compatriote, qui est déjà une jeune prodige, pianiste prodige, donc à venir jouer en concert dans l'hémicycle du Conseil national. J'ai eu, moi, le privilège de la découvrir cet été dans un concert dans le cadre des Nuits musicales du Suquet à Cannes. Et donc, j'ai vu effectivement une jeune pianiste qui a déjà une maîtrise exceptionnelle et qui nous fait partager sa passion de la musique et son grand talent. Elle est d'ailleurs déjà reconnue au niveau international, notamment elle a été primée au concours, un des plus fameux au niveau mondial, donc du jeune Chopin en Suisse. Et donc je sais que grâce à ce concert, elle sera encore mieux connue dans son pays. Et donc on est très très heureux de lui donner cette opportunité pour notre plus grand plaisir ce soir. Passons au sport et au football. Après la trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. Monaco se déplace à Bordeaux dimanche après-midi. Je vous propose d'écouter Leonardo Jardim et un joueur avant cette rencontre. Moi, je pense que Bordeaux n'est pas débuté très bien, mais petit à petit, il a progressé. C'est une équipe qui aime la position. C'est presque l'équipe avec plus de possession de ballon. Et ils sont milieu de terrain, que nous avons besoin de faire attention à ça. Et après, avec beaucoup de joueurs entre lignes, beaucoup de joueurs en profondeur, nous avons besoin de contrôler ça et aussi essayer de faire notre match, notre jeu collectif avec notre dynamique. Avant, je signais ici, je sais que ça va être une situation où je vais jouer gauche ou droite. Cette année, je jouais au milieu aussi. Pour moi, j'aime trop le milieu, je le vois, parce que tu as plus d'action. Aussi, c'est un peu plus offensif pour moi. Oui, et comme je dis toujours, pour moi, c'est pas problème gauche-droite au milieu. J'aime de jouer. Après, c'est pas problème où. Nous connaissons bien que notre système a déjà joué avec Glick, Saint-Glick, avec Jamerson, Jamerson, nous avons 5 joueurs, nous avons endossé pour faire ces 3 positions. Pour ça, nous avons toujours garanti que de qualité à cette poste. Le prochain match, dimanche, c'est plus important parce que je pense que jusqu'à place 3, sont 3 points. Si on gagne, on peut faire un grand step. Ça, c'est notre objectif parce qu'on ne voulait pas jouer toutes les saisons pour place 10 ou 8, 9. Ça, c'est notre objectif pour jouer en haut. Pour ça, on doit gagner. Dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images cette fois-ci. Le grand air, le grand bleu, le grand large, belle île en mer. Époustouflante Geneviève Casil sur scène dans la peau du monstre sacré Sarah Bernard. Sur les planches du théâtre Princesse Grace, la sociétaire honoraire de la Comédie Française campe pendant 1h20 les traits de ce personnage haut en couleur, de légende, entré dans l'histoire comme l'une des plus grandes comédiennes du 19e et 20e siècle. Et en clin d'œil à l'inauguration de la salle Garnier par Sarah Bernard en 1879, le théâtre Princesse Grace a eu l'idée de montrer au public de vieux programmes d'époque. Et c'est l'heure à présent de notre séquence invitée du week-end. Alexandra Pani a rencontré la grande comédienne sociétaire honoraire de la Comédie Française Geneviève Casil à l'occasion de son passage au théâtre Princesse Grace pour la pièce inoubliable Sarah Bernard. Elle revient sur les moments marquants de sa carrière. Geneviève Casil, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui sur la scène du théâtre Princesse Grace. Je vous remercie beaucoup. Pour une magnifique pièce, vous allez incarner Monstre sacré, Sarah Bernard. Exactement. Comment est-ce que déjà on s'approprie ce genre de personnage avec une telle carrière? On parlera de la vôtre aussi qui est grandiose. Là, c'est comme elle était surnommée le monstre sacré. Le monstre sacré. C'est-à-dire que, évidemment, le danger serait de se dire « Mon Dieu, mais je ne peux pas, c'est pas possible, un truc aussi énorme, une vie aussi énorme ».
mais quand même, je jouais beaucoup de personnages qui étaient très, très hauts en couleur, avec vraiment des vies extraordinaires, des vers magnifiques, etc. Donc, quand même, je connais les difficultés. D'ailleurs, elles sont arrivées au fur et à mesure. Parce que au fond, c'est une vie tellement riche, parce que là, nous avons 1h15 de spectacle, mais si on veut donner dans le détail de cette vie, que l'on n'a pas complètement d'ailleurs, hein, alors là, c'est des semaines qu'il faut... C'est pas possible. Il faut faire vraiment un choix. Au fond, c'est très excitant. Voilà. C'est un personnage qui, dès le début de sa vie, a été déjà avec une mère qui était une pute, hein, et une tante qui était la même, mais avec quand même le sens du salon, de recevoir des gens importants, donc tout de même un petit peu doré, hein, mais elle était vraiment complètement dans ce milieu-là. Toute petite fille, sa mère s'est débarrassée d'elle, elle a eu 2 autres filles après, et elle n'était pas la préférée de sa mère, non. Donc elle a beaucoup, déjà dans son enfance, elle était excessive, fabuleuse, elle avait envie d'être religieuse, elle privait totalement de sa mère, elle a été dans un manque total qui était difficile, vraiment. Et qu'elle a, parce que cette nature qui était une nature ardente, flamboyante, avait toujours eu, quand elle était petite, elle était ce qu'elle a été après, en grand, c'était la même chose. Le caractère était le même. Elle en avait bien conscience de ça. Mais en même temps, elle était aussi une patriote. C'était une femme qui avait... Donc, tout ça font des espèces d'échelons à grimper. Ce sont chaque fois des côtés plus étonnants les uns que les autres, avec cette haute fantaisie. Et en plus, le fait qu'elle soit juive, et on était en plein Dreyfus à ce moment-là. Donc elle était, même avec son fils, qu'elle adorait, elle était en conflit avec lui, puisque lui était vraiment anti-Dreyfusard et elle, c'était le contraire. Ils sont restés brouillés pendant longtemps. Mais ça donne une alimentation absolument formidable pour un personnage, quoi. Et on vous retrouve donc à Monaco. Voilà. Vous êtes déjà venue? Oui, je suis déjà venue. J'ai joué, je crois que c'était au Théâtre des Variétés. C'est pas joué d'ailleurs, enfin, c'était une lecture d'Héliogabale d'Alain Pastor. Qui avait été d'ailleurs très, très, très apprécié. Je suis venue avant aussi, j'avais joué, je crois que c'était à ce même théâtre, j'avais joué L'éventail de Lady Windermere, il me semble. Voilà, je suis venue plusieurs fois. Et je serais ravie de revenir encore. On l'espère. Il ne faut pas de pluie. Il ne faut pas de pluie. On vous invitera au mois de mai, oui, ce sera mieux. Pour revenir un petit peu sur votre carrière, vous commencez par le théâtre. C'est votre premier amour, on peut dire? Non, je n'ai pas commencé par le théâtre, j'ai commencé par la musique. Oui, tout à fait, évidemment. Si on remonte un petit peu avant... Quand j'étais petite, oui, j'essayais. Vous êtes d'abord, votre premier amour, la musique. C'était la musique, mais ma grande passion, ça avait été vraiment la danse. Et je n'avais pas du tout la santé pour suivre ça à cet âge-là. Donc j'ai attendu un peu, et quand j'étais quand même déjà bien engagée dans la musique... à ce moment-là, je vais très bien, je me sentais très bien, etc. Tout allait mieux. J'étais presque anorexique tellement j'étais même. Bon, ma mère était désespérée, mais finalement la bête était résistante. Et dès que j'ai pu, on a commencé les cours de danse et là, ça a été la grande flamme. J'étais tellement heureuse, je faisais ce que j'aimais. Ça marchait très, très, très bien. Je travaillais chez Roland Petit, Maurice Béjart pendant un certain temps. Et je me suis présentée au conservatoire sur le conseil de mon professeur, qui était Simon, René Simon. Et j'ai été reçue au conservatoire. Je me suis jamais dit, non, mais je veux devenir maintenant comédienne. Jamais. Ce sont les choses qui se sont faites, les rencontres, les étonnements, les aventures, voilà. Et c'est comme ça que je suis rentrée à la Comédie Française, étonnée, écrasée d'admiration, d'incompréhension parfois, éblouie par l'accueil qui m'avait été fait, vraiment.
Et voilà, j'y suis restée de 32 années. Oui. On ne s'en laisse pas, vous êtes toujours sur les planches, c'est quelque chose que votre vie, vous ne pouvez pas l'imaginer sans le public peut-être ou... Ah ben le public, s'il n'y en a pas, ça c'est catastrophique. Mais oui, parce que c'est une sorte de... C'est un air qu'on respire, quoi. Sinon, l'intérêt est très... de l'existence est très, je trouve, assez morose. Il me manque quelque chose. Et là, vraiment, le plateau, tout cet ensemble, le travail même de recherche, tout est quand même très, très large, très ouvert. Et c'est passionnant, oui. Est-ce que vous avez un souvenir particulier qui vous a marqué dans votre carrière? Un souvenir... quand même, ce qui m'a... Oui, sidérée, parce que j'étais dans la sidération, ça a été quand j'ai eu mes 3 premiers prix au conservatoire. Voilà, j'étais toute jeunette et j'entends premier prix Geneviève Casil, comédie classique, après ça comédie moderne, après ça tragédie. Et alors là, je ne comprenais plus ce qui se passait. C'était en tout cas un très grand choc. Bon, heureuse, hein, bien entendu. Mais oui, parce que ça, je ne m'attendais pas du tout à ça. Puis après, on me dit, mais oui, tu vas être engagée à la Comédie Française, c'est Maurice Escante. Comédie Française. Le nom sacré. Voilà. J'ai été très gâtée. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu une mère exceptionnelle aussi, c'est vrai. Qui vous a suivie, oui, qui m'a conduite, que j'adorais, que j'admirais, qui avait confiance en moi, qui me poussait, puis j'étais très timide, tout ça. Mais qui a été merveilleuse. Mon père était formidable aussi, mais il n'était pas du tout dans l'art. Hein, voilà. Elle avait déjà... Oui. Est-ce que c'est elle peut-être qui inconsciemment vous a... ou consciemment... Oui, vers le milieu artistique. Elle n'était pas inconsciente de ça, elle était très consciente, hein, au contraire. Mais il y avait du répondant. Et mon grand-père était peintre aussi, Alfred Casil était peintre. Et il a d'ailleurs méridional, il était marseillais. Et donc j'avais cette vision de maman d'art complète. Moi, par contre, la peinture, je ne suis pas très... Vous avez déjà un bel éventail. Oui. Mais voilà, donc maman a été capitale. Quand est-ce qu'on réalise qu'on va en faire véritablement son métier, en fait? Est-ce que c'est justement quand vous recevez ces prix-là ou déjà avant... vous aviez conscience que vous voulez y arriver? Il y a eu une conscience au moment où, en seconde année, j'ai reçu un coup de téléphone de Maurice Béjart, qui était à Bruxelles, donc à cette époque-là. Et moi, j'étais en seconde année du conservatoire. Et il m'a dit, écoute, Casil, j'ai un problème, j'ai une défection. Il y a quelqu'un qui ne va pas pouvoir danser pour Roméo et Juliette parce qu'elle a, je ne sais pas quoi. Si tu veux, c'est toi qui le fais. Et là, je me suis dit, ça... il faut faire le choix. Et je me suis dit, mais je n'ai plus fait de danse professionnellement, un entraînement aussi ardu que quand j'étais véritablement danseuse. Et là, je ne vais pas pouvoir y arriver, même si je le quitte. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi, sur un plateau? Ça, il ne le sait pas. Et je lui dis, écoute, non, Maurice, je ne peux plus chausser la bottine, c'est-à-dire mettre les pointes. Et je ne vais pas y arriver, etc. Et c'est là qu'il y a eu cette coupure raisonnable, on pourrait dire, et qui a fait que je me suis dirigée comme ça, un peu tirée par les autres, complètement tirée par les autres, bien entendu. Et puis le contact avec les grands auteurs aussi, ça a été un choc quand même. Les grands auteurs, les grands comédiens. Grands auteurs, grands comédiens, grandes maisons. Voilà, on faisait beaucoup de choses, j'étais heureuse. Le secret d'une longue carrière? Une belle et longue carrière comme la vôtre. Oui, le secret, j'en sais rien, je ne sais pas, la résistance peut-être. L'esprit de résistance. On espère vous revoir très prochainement ici à Monaco, en tout cas. Oui, je l'espère. Et merci beaucoup pour cet entretien. Et merci de votre accueil, en tout cas. Merci. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Passons aux prévisions météo pour ces prochains jours.
Samedi, toujours pas d'amélioration avec de la pluie quasiment toute la journée. Il fera 9 degrés le matin et 11 l'après-midi. Dimanche, même constat avec des orages possibles le matin et une journée globalement pluvieuse. Lundi, des nuages le matin qui vont se disperser pour une après-midi ensoleillée. Mardi, situation inverse avec du soleil le matin et une après-midi plutôt nuageuse. Mercredi, retour de la pluie, en continu toute la journée. Et jeudi, enfin le retour du grand soleil avec aucun nuage à l'horizon et une maximale de 13 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Sea Life dédié au yachting. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.